Salutations à tous, ici Louis-William Gagné qui vous souhaite la bienvenue à ce 8e épisode du podcast Junior, une émission consacrée aux actualités dans le monde du hockey junior, particulièrement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est l'avant-dernier épisode de la saison. On va parler donc des séries de demi-finales et de finales dans la LHJMQ. C'est là qu'on s'était arrêté lors de notre épisode précédent. Et on va également parler de la Coupe Memorial qui commence aujourd'hui, le vendredi 18 mai. Alors, le tournoi qui va débuter prochainement et on va enfin pouvoir savoir qui sera la meilleure équipe au Canada et qui remportera cette 100e Coupe Memorial, le tournoi qui est disputé à Regina. Et également, on va avoir quelques petits sujets à parler après ça, étant donné qu'il y a eu énormément de mouvements dans la LHJMQ dans les dernières semaines, même si ce sont plus nécessairement des sujets d'actualité à l'heure où on se parle. Je crois que c'est quand même important d'en parler. Ça a bougé quand même pas mal. Alors, sur ça, on rejoint notre collaborateur habituel, mon grand ami Maxime Larouche. Salut Max. Salut, ça va bien? Ouais, ça va bien toi aussi. Yes. Content d'être là. Ben oui, comme d'habitude, écoute, parler de hockey, une passion. Ben oui, absolument, absolument. C'est ça le podcast junior, hein? C'est deux gars qui trippent bien gros à écrire puis à jaser une fois de temps en temps. Ben oui. Exactement. Alors, comme je disais, en fait, on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé au cours des dernières semaines dans la LHJMQ au niveau des séries éliminatoires. On va aller assez rapidement là-dessus. Par contre, on va plus se concentrer sur le tournoi de la Coupe Memorial. On commence avec... on va y aller avec la série Titan-Tigre. Un résultat, disons-le, pour le moins surprenant. Le Titan qui est parvenu à battre les Tigres de Victoriaville en 4 parties. Alors, c'est la deuxième fois en 2 ans que les Tigres sont éliminés par un balayage. Et on s'attendait à une série, en tout cas au niveau des matchs, pas mal plus serré que ça. On avait même placé les Tigres gagnants. Ben, en tout cas, pour la plupart, ou en tout cas pour bon nombre d'analystes et de gens qui ont fait les prédictions, ont placé les Tigres en avant. Et pourtant, c'est le Titan qui a remporté, on va dire, relativement facilement. Ouais, personnellement, j'avais prédit une victoire du Titan, mais par balayage. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait pu prévoir ça. Par contre, de ce que j'ai pu lire sur le Twitter, notamment de Mathieu Vachon, les Tigres qui étaient très amochés au niveau des blessures, néanmoins pour ce qui est du gardien Étienne Montpetit. Donc, c'est sûr que déjà là, tu pars avec une longueur d'avance du côté du Titan. Le Titan qui devait être magané lui aussi, comme c'est le cas pour chaque équipe qui se rend loin en série. Mais de ce que j'ai pu lire de la graciosité de Mathieu Vachon, c'est que les tirs étaient très, très, très amochés. Le Batters, par contre, qui a montré beaucoup de caractère, qui a encore une fois utilisé sa profondeur pour venir à bout d'une équipe, comme il l'a fait notamment en finale face à l'Armada. Aussi un excellent travail d'Evans Fitzpatrick. J'ai jamais été un grand fan de ce gardien-là. Je suis en train de le devenir. Il montre des très belles choses depuis la transaction qui le fait passer du Phoenix au Titan. Donc, je pense que c'est vraiment un mélange entre l'attaque, la défense et le gardien de but du Titan qui a fait qu'on ait pu venir à bout facilement relativement de l'équipe des Tigres. Je pense que dès le premier match, on a vraiment lancé un message. On se rappelle une victoire, un début de match très convaincant de la part du Titan. Les Tigres qui étaient revenus, si ma mémoire est bonne. Par contre, le Titan avait réussi à tenir le fort en fin de match. Je me rappelle qu'en début de série également, on a réussi à sortir Étienne Montpetit de son filet. Donc déjà là, pour le mental de l'ancien gardien des Foreurs, ça doit être difficile de se faire sortir en demi-finale comme ça. Je pense qu'on a eu de la misère à revenir après ça du côté des Tigres. La confiance qui était moins là, ça paraissait sur la patinoire. Donc, une excellente équipe sur la glace, mais le Titan qui a vraiment montré des belles choses et qui a fait la même chose en finale. Je pense que après cette demi-finale-là, on pouvait dire assez aisément que le Titan avait tous les outils nécessaires pour venir à bout de l'Armada, qui lui qui a réussi à passer en finale grâce à une victoire dans 7 matchs face aux Islanders. Ouais, et juste pour finaliser par rapport à la série Batters-Victoriaville, les deux matchs à Batters, les deux premiers matchs, s'est terminé 6-3 et 7-3
pour le Titan. Donc, on avait vraiment réussi, comme tu dis, là, à percer Étienne Montpetit et peut-être à le sortir un peu de sa zone de confort. Ça a été beaucoup plus serré au cours des 2 derniers matchs à Victoriaville. Des victoires par 1 but, soit 2-1 et 4-3. Tous en temps réglementaire, cela dit. Et pour avoir écouté les derniers instants des matchs à Victoriaville, les analystes et commentateurs, je me rappelle qu'ils ont dit c'est fou à quel point aucun des bons n'a été du côté des Tigres dans cette série-là. Peut-être que le Titan a réussi à miser sur peut-être des buts chanceux un peu ou à quelques moments clés ou d'autres choses comme ça. Et ça a été complètement le contraire pour les Tigres. À chaque fois, on n'était pas capable de venir à bout du gardien quand on avait une chance de marquer ou est-ce que la rondelle qui passe par-dessus la palette d'un joueur, on fend l'air à un certain moment ou en tout cas, toutes des petites choses comme ça qui font que tu peux avoir une différence au final dans un match. Et les Tigres n'ont pas eu beaucoup de bons favorables dans cette série-là et apparemment, ben, ça leur a coûté très cher. Et que dire du travail de Jeffrey Touchonvielle tout au long des séries, qui a vraiment Incroyable. il a été extraordinaire. Ça, c'est un gars que j'ai toujours aimé. Un gars qui amène de la robustesse, qui est capable d'amener de l'attaque, qui est fiable partout sur la patinoire. Donc, je tiens vraiment à préciser que ce gars-là a eu un très grand travail à jouer. Et ça, c'est sans parler du travail de Olivier Galipeau, Antoine Morin. Donc, un travail d'équipe extraordinaire qui a été réalisé par le Titan. Ouais, ben tu parlais de Jeffrey Touchonvielle, hein, c'est un bonhomme on sait ce qu'on va avoir d'un joueur comme ça. C'est un joueur qui a démontré une constance impressionnante, et pas seulement cette année, au cours des dernières saisons également. Sont rares les joueurs, ils ont mentionné cette statistique-là plus tôt là, cette année, ils sont rares les joueurs qui ont 3 saisons consécutives de 30 buts aujourd'hui dans la LHJMQ, et c'est son cas à Jeffrey Touchonvielle. Au niveau des points, on est presque, écoute, ces saisons-là, c'est 33, 35, 39 buts, 56, 60, 62 points. C'est pratiquement toujours la même chose. Et là, en séries éliminatoires, on parle de 23 points en 20 parties, donc 14 buts. Et vraiment, là, le capitaine du Titan qui a mérité son trophée Guy Lafleur, là, remis au meilleur joueur des séries. Solide. Avant de passer justement à cette finale-là entre le Titan et l'Armada, finalement, les surprenants Islanders de Charlottetown qui ont malheureusement peut-être manqué de gaz un peu à la fin contre l'Armada. Ben oui, manquer de gaz, tu fais bien de le mentionner parce que c'est fou le chemin qu'ils ont parcouru avec une quantité de gaz, justement, pour pas faire de mauvais jeu de mots, qui semblait limitée dès le départ en début de série. Qui s'attendait vraiment à les voir amener l'Armada à un match numéro 7? Que, on en a parlé lors du dernier podcast et je pense qu'on en a parlé tout au long de la saison à quel point ils étaient surprenants, ces Islanders-là, que certains, ben, j'en fais partie, t'en fais partie aussi, ne voyaient pas en série. Et Ah là, oui, ils se retrouvent à être la 3e, 4e meilleure équipe de la Ligue théoriquement en se fiant aux séries. Donc, c'est assez impressionnant. Tu sais, des gars comme Nikita Alexandrov, Derek Gentile, qui ont vraiment été incroyables. T'as Pascal Aquin aussi, qui ont traîné cette équipe-là sur leurs épaules. C'était vraiment beau de les voir aller. Je pense à Vegas en ce moment dans la Ligue nationale. Ils exactement. sont en train d'avoir toute une histoire. Eh bien, c'est une histoire différente pour les Islanders, mais c'est une histoire qui est tout aussi belle de voir un groupe d'individus comme ça, qui ont aucune attente sur leur dos, amener leur équipe en demi-finale de la Coupe du Président dans la LHJMQ. Donc, vraiment, le futur est beau du côté des Islanders. Je pense qu'on va pouvoir bâtir sur cette confiance-là. Il y a quelques joueurs, je dirais même plusieurs joueurs, qui vont être de retour l'an prochain et Ben, qui vont j'espère. avoir ça, et qui vont avoir ce bagage-là dans leur historique. Donc, ça va être intéressant de voir comment ces vétérans-là qui vont avoir vécu une histoire comme ça, d'avoir été l'équipe Cendrillon, amener cette expérience-là aux jeunes et prouver que c'est avec une équipe, sur papier du moins, moins bonne que d'autres, qu'en série, tout est possible dans le fond. Ben oui, exactement. Puis j'espère, quand tu parlais des joueurs qui vont être de retour l'année passée, à la quantité de joueurs qui sont pas revenus de l'édition de l'an passé, j'espère qu'il y en a quand même quelques-uns qui vont revenir. Tu parlais de Nikita Alexandrov, écoute, c'était à quel point c'est éloquent. 31 points en 66 parties cette année, donc mettons grosso modo un peu moins qu'un demi-point par partie. Séries éliminatoires, 17 points en 18 matchs. Non, c'est ça. C'est C'est le vraiment... genre,
C'est un C'est joueur qu'on a genre, presque pas vu. C'est un joueur qu'on a presque pas vu cette année et qui est un peu sorti de nulle part là en séries éliminatoires et qui a réussi à tirer son épingle du jeu. et je parle des joueurs qui vont revenir, c'en est un, lui, Oui, seulement absolument. âgé de 17 ans. Oui, un joueur de première année, donc qui va être Un assurément là, prospect, de retour. un, un prospect qui va être éligible au draft 2019 de la LHGMQ, de la LNF, pardonnez-moi. S'il devait continuer sur sa lancée l'an prochain, ça va être assez. Ah, ça va être intéressant à voir, c'est certain. Mais quand même, là, je veux dire, les Islanders, comme tu disais, ont quelque chose sur quoi bâtir et Absolument. je m'attendais un peu à ce que Pierre-Olivier Joseph parte et en tout cas, c'est pas arrivé. Premier jour. Je pense que par contre, c'est quelque chose qui va arriver probablement l'année prochaine si les Islanders ont une saison, disons, correcte ou, ou moins bonne. Là. En fait, c'est parce que Joseph peut tellement rapporter beaucoup à son âge que ça donnerait peut-être rien de le garder si on se dit, bon, on peut avoir tellement plus dans une transaction l'impliquant. Ça va aider à accélérer la reconstruction, à aller chercher permets-moi l'anglicisme, mais des assets le plus rapidement. C'en est un, lui, qui va pouvoir se servir de cette expérience-là tout au long de sa carrière. Lui, qui est un jeune, un choix de première ronde des Coyotes de l'Arizona. Ouais, Donc, lui, c'en est un qui va pouvoir justement se servir de ça. L'expérience, ça s'achète pas, hein, on le dit souvent, on le répète souvent pour ce qui est pour n'importe qui, que ce soit un gars de 30 ans de quatrième trio dans la Ligue nationale, s'il y a de l'expérience, c'est quelque chose que tu veux amener en série. Et lui, déjà, avec une expérience comme ça, oui, c'est dans la LHGMQ, mais ça reste une expérience qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont avoir vécu, d'avoir pu faire de si belles choses avec un groupe d'individus qui n'avaient pas beaucoup d'attentes sur leurs épaules et qui ont quand même réussi à amener une équipe plus faible sur papier en demi-finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. exactement. C'est toujours, je veux dire, faire partie d'une équipe Cendrillon, ça représente beaucoup à un certain point. Ouais, Là. Peu importe le niveau. très d'accord avec ça. Ouais. Alors, prêt pour passer à la finale là-dessus, alors? Absolument. Alors, bon, la finale de la Coupe du Président cette année qui est opposée le Titan de Bathurst à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Le Titan qui a remporté en 6 parties. L'Armada avait remporté le premier match et finalement le Titan qui avait réussi à prendre une avance de 2-1. L'Armada était revenu créer l'égalité et le Titan qui a pesé sur l'accélérateur par la suite et l'Armada ne s'en est pas remis. Et finalement, le Titan qui a remporté la Coupe du Président chez lui à Bathurst. C'était d'ailleurs ma prédiction Titan en 6 avec ce que j'avais vu de l'équipe en demi-finale face au Tigre. Je voyais pas comment cette formation-là pouvait perdre en finale. J'ai tellement vu des belles choses que ça soit, j'en ai parlé tantôt, en attaque, en défense, devant le filet. Cette équipe-là avait tout pour vaincre l'Armada. Ça s'est joué devant le filet, justement, j'en ai parlé. Evan Fitzpatrick qui a été formidable en finale, qui a vraiment montré à ses détracteurs pourquoi il avait été un choix au repêchage des Blues de Saint-Louis dans la Ligue nationale. J'en ai parlé, qui n'a jamais été convaincu du travail de ce gardien-là. Mais là, en finale, il a fait taire. Et franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir amener à la Coupe Memorial. On aura l'occasion d'en reparler. Sinon, si on passe à d'autres joueurs, écoute, c'est incroyable ce que cette équipe-là a réussi à faire face à l'Armada. L'Armada, on sait qu'il était une équipe qui était placée favorite pour la plupart des amateurs, la plupart des analystes également. Tu sais, quand tu as sur ton top 6 Drake Batherson, Alexandre Alain, Alex Barry-Boulet, Joel Teasdale également, Alexander Katerinakis qui a eu des bonnes séries, on s'attend à devoir gagner. Par contre, de l'autre côté, tu as des gars comme Jeffrey Truchon-Viel, un général à la défensive comme Olivier Galipo, un fin attaquant Antoine Morin. C'est vraiment une finale qui pouvait aller d'un bord ou de l'autre, Oui, mais les Tigres qui étaient, pardon, Titans qui étaient tellement sur une belle lancée après leur victoire convaincante face aux Tigres, face à une Armada qui devait être fatiguée après un 7 matchs face aux Islanders, toujours aussi acharnés. Je pense que ça aussi, ça peut avoir joué dans la balance beaucoup. Donc, c'est vraiment plusieurs facteurs qui ont fait que le Titan a pu
sortir gagnant cette série-là. Mais je pense que c'est vraiment un travail d'équipe, un travail de profondeur. J'en parle dans tous les podcasts depuis le début des séries. La profondeur du Titan qui est incroyable, autant en attaque qu'en défensive. Je pense à des gars comme Olivier Galipo, Adam Aldwell et Noah Dobson. C'est les 3 premiers pointeurs chez les défenseurs des séries, avec respectivement 20, 13 et 13 points. Donc, pour ce qui est de Galipo et Orwell, c'est quand même 5 buts en 20 parties pour un défenseur, c'est excellent. Des différentiels de 9, 8, 9. Des gars qui ont pu amener du jeu physique également. Vraiment un top 3 de défensive, un Big Three, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Je pense que tu l'as même fait dans un podcast précédent. Absolument. C'est un Big Three qui a amené beaucoup au Titan. Et je pense que c'est ce top 3-là qui a pu faire la différence en finale. Ouais, ben tu parlais de profondeur. Écoute, quand tu utilises un gars comme German Rubtsov un peu plus bas dans ton alignement, ça veut tout dire, là, que je comprends que Rubtsov a peut-être pas eu la saison qu'on s'attendait, mais je veux dire, c'est un choix de première ronde dans la Ligue nationale. Là. Donc, certainement quelque chose à faire avec ça. Quand on voit des gars comme Samuel l'Italien, qui pas de machine à récolter des points, mais qui quand même est capable de tirer son épingle du jeu à un certain moment. Écoute, on est capable de s'appuyer sur des joueurs comme ça en temps voulu. Des gars comme Ethan Crossman aussi, Mitchell Balmas, faut pas l'oublier, qui était là également. Quand même, je veux dire, il y avait du talent à plusieurs positions et à plusieurs niveaux dans cette équipe-là. Oui, tu as parlé de Fitzpatrick, qui était peut-être un point d'interrogation à un certain niveau. Sinon, à part ça, je veux dire, c'est dur de parier contre une équipe comme celle-là. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Pour ce qui est de l'Armada, je trouve que c'est un peu la même chose. En fait, c'est sûr, c'est facile de dire ça après coup, là, mais j'ai l'impression que le Titan avait peut-être une coche de plus un peu partout, en fait. C'est ça. À tous les niveaux. Oui, exactement, à tous les niveaux, parce que l'Armada, oui, il y avait quand même plusieurs bons joueurs à l'attaque, et je veux rien enlever aux autres attaquants de l'Armada, mais c'est une équipe qui misait énormément sur son premier trio, en tout cas, sans vouloir, comme je disais, rien enlever aux autres joueurs. Mais si on réussissait à outrepasser ce premier trio-là, ben le travail devenait assurément un peu plus facile. Peut-être un peu moins quand c'est le cas avec le Titan, parce que nos forces sont peut-être un peu mieux réparties. Tu as parlé de Samuel l'Italien, et lui, je tiens à souligner son travail. J'ai regardé quelques matchs des séries, bien entendu. Et vraiment, ce gars-là, qui a amassé 44 points en 68 matchs lors de la dernière saison régulière, vous allez me dire seulement 9 points en 20 matchs lors des séries éliminatoires. Mais quel travail il a effectué pour le Titan, vraiment à toutes les sauces. Il a amené, tu l'as dit, il a réussi à tirer son épingle du jeu. C'est à ce moment-là qu'on voit à quel point c'est important de ne pas se fier qu'aux statistiques, parce que ce gars-là est un grand artisan de la victoire du Titan. Je pense aux désavantages numériques notamment. Quel travail il a effectué, Samuel l'Italien. Donc, je pense qu'il a gagné beaucoup de points auprès des équipes professionnelles. J'irais jusqu'à dire ça parce qu'un travailleur acharné comme l'Italien, tu dis pas non à ça dans ton équipe. Quand même 44 points en 68 matchs en saison régulière, c'est pas mauvais, mais ça va beaucoup plus haut au niveau des points, son apport à une équipe. Absolument. Tout à fait raison. Et je veux qu'on fasse mention d'un gars du côté de l'Armada, Émile Sanson, qui écoute, sorti de nulle part. J'en ai parlé, je ne sais pas si j'en ai parlé dans un podcast plus tôt, mais l'Armada est une fabrique à gardien de but, ça n'a aucun bon sens. Écoute, même quand on regarde les équipes avant qui ont composé la franchise, quand on regarde le Junior de Montréal, quand on regarde les Fog Devils de St. John's, écoute, Jake Allen joué dans la Ligue nationale, il est gardien numéro 1, Jean-François Bérubé dans la Ligue nationale, Étienne Marcoux a été, à mon sens, un des meilleurs gardiens dans la LHJMQ quand il était là, Samuel Montembeault, c'est un joueur d'avenir dans la Ligue nationale, mon Dieu, je pense que j'en oublie, puis c'est incroyable à quel point cette organisation-là réussit à toujours avoir des gardiens dominants année après année après année.
Ouais, c'est incroyable, Émile Sanson qui est vraiment parti de nulle part. Sa première saison dans la LHGMQ et il a 19 ans présentement. Ouais. Donc, a joué 27 parties en saison régulière. On a joué presque autant lors des dernières séries. Donc, a 21 matchs en carrière en série dans la LHGMQ et 27 en saison régulière. C'est rare que tu vois ça. Ouais. Très rare. Et a maintenu des excellentes statistiques. Face aux Foreurs en première ronde, je m'en rappelle, on disait que les Foreurs avaient aucune chance, que ça allait même pas être serré. J'en étais un qui pensait ça, honnêtement. Et des Foreurs qui avaient très bien fait, même qui avaient outshooté l'Armada à quelques reprises lors des 4 matchs malgré le balayage. Mais Emile Sanson avait été très solide et si c'était pas de lui, les Foreurs auraient pu emporter 1 ou 2 matchs. Donc vraiment, dès le début des séries, on savait pas trop si ça allait être Denisov ou Sanson. Là, on commence avec Sanson. Denisov a participé à au moins un match, si je me rappelle bien, au cours des séries. Mais vraiment, Sanson qui a tenu le fort du côté de l'Armada pour un gardien recru de même, de petit gabarit. Ai-je besoin de le mentionner? Mais Ouais, comme a dit Joël Bouchard, je me rappelle pas des statistiques exactes qu'il a données, mais il a dit je le vois comme un gars de 6 pieds 2, 220 livres, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un gardien qui est combatif. Je le comparais souvent à une autre histoire à Mathieu Marquis des Foreurs. J'ai beaucoup aimé établir la comparaison entre ces deux-là, deux jeunes qui ont fait leur arrivée dans la LHGMQ au même âge, à 18 ans d'âge junior dans le fond. Et puis j'aimais beaucoup faire la comparaison de ces deux-là, ces deux gardiens combatifs qui s'avancent devant les lancers pour les bloquer. Et par contre, je pense que euh, c'est important de dire qu'Émile Sanson, malgré tout ce qu'il a fait euh, tout au long c'est vraiment devant le filet qu'elle s'est joué la finale et je trouve ça plate de devoir dire ça parce qu'avec l'excellent travail qu'il a fait, je pense qu'un des manques de l'Armada, ça a été d'aller chercher un gardien à la limite des échanges. C'est sûr que ça aurait enlevé la belle histoire qu'est celle d'Émile Sanson. En fait, ils sont allés chercher un gardien à l'Armada, mais Mial Denisov qui n'a pas gardé en série. Ouais, C'est un choix exactement. que tu viens de lancer aux poubelles. Là. Ah oui, c'est assurément quelque chose là-dedans. Écoute, alors, si on regarde au final, le Titan de Bathurst, qui, pour une deuxième fois de son histoire, remporte la Coupe du Président, l'avait remporté à sa première saison dans la LHGMQ en 98-99. Également, on avait atteint les finales là, quelques années après ça à 2 reprises, mais c'est la première fois donc depuis plusieurs années, là, depuis je dirais il me semble une quinzaine d'années, ou en tout cas que le Titan de Batters se rend vraiment loin en série. C'est une équipe, c'est ça, qui avait eu connu beaucoup de succès à ses 4-5 premières années, mais qui depuis, écoute, ça avait été très très difficile. Et ben, tant mieux, écoute, pour les gens de Batters, les vrais partisans du Titan. Puis là, je trouve ça important de dire les vrais parce qu'on a vu tellement Ouais. d'années misérables au niveau des assistances à Batters. Ça coûte des moyennes de 1400 personnes, des matchs en bas de 1000 personnes, des matchs de saison régulière où il n'y avait même pas 1000 personnes dans l'aréna. Écoute, tant mieux si l'équipe est capable de la remplir présentement, mais j'aimerais amener toute ma sympathie, en tout cas, aux vrais partisans du Titan qui ont été là toutes ces années-là et qui finalement euh, peuvent savourer une victoire parce que le Titan a sauté son tour une couple de fois là, depuis son arrivée à Bathurst. Alors, on va passer directement à notre prochain sujet. Alors, à nos prochains sujets, devrais-je dire, étant donné qu'il y a eu énormément de mouvements au niveau des entraîneurs et des directeurs généraux dans la LHJMQ au courant des dernières semaines. Alors, tout a commencé, en fait, avec cette démission de Philippe Boucher de son poste de directeur général et d'entraîneur-chef des Remparts de Québec. Je dirais un move que personne n'avait vu venir, en tout cas de moi de ce que j'ai pu en voir là, sur les médias sociaux et dans les médias traditionnels, c'était une décision, disons, peut-être un peu surprise et ça a vraiment mis la table pour ce qui s'en venait parce que c'est nul autre que Patrick Roy qui va prendre sa place à titre donc de directeur général et d'entraîneur-chef des Remparts de Québec. Et Patrick Roy donc qui fait un retour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On sait qu'il n'était plus à l'emploi de l'Avalanche du Colorado depuis maintenant quelques temps. Alors Patrick Roy qui va faire son retour dans la LHJMQ la saison prochaine. Max, je te pose la question, écoute, depuis que tu suis le hockey junior activement, je pense que Patrick Roy était déjà parti au Colorado. Si tu l'as vu, c'est Ouais. pas beaucoup.
Ouais, je savais pas si longtemps que ça, je suis junior. Et puis, ouais, il était déjà parti. J'ai des souvenirs, par contre, de l'avoir vu à Val d'Or alors que j'étais plus un jeune partisan des Foreurs. Et c'était un spectacle. Écoute, je pense que Gilles Courteau doit être content du retour de Patrick Roy parce que c'est bon pour les assistants, je pense. Les Complètement. gens vont aller voir les matchs pour voir Patrick Roy. Ben oui. Écoute, Et c'est. Vas-y, vas-y. personnellement, je trouve que Patrick Roy, c'est un spectacle en soi. Ben oui, c'est sûr. Patrick Roy vend des tickets. Écoute, j'aurais aimé ça avoir le temps de sortir les chiffres pour appuyer mes propos, puis ça va absolument dans le même sens que toi. Je peux dire, je suis certain, là, c'est ça, comme je dis, j'ai pas les chiffres, mais je suis certain que, en tout cas, à Bécomo, de mon expérience, il y avait plus de monde au match quand Patrick Roy était contre les Remparts, quand Patrick Roy était entraîneur, que quand c'était Philippe Boucher. Je mets 10 piastres à la table drette là que c'est le cas. Et ne serait-ce que pour aller y crier des bêtises, les gens achètent des tickets pour y aller. Et c'est ça qui est important au final, c'est que les gens se déplacent pour aller au match. Donc, je suis certain là, que c'est pas les deux seules villes au Québec où ça arrive. Donc, moi, je suis convaincu que, ne serait-ce que juste à ce niveau-là, le retour de Patrick Roy à Québec est bon pour la santé des équipes et de la Ligue. Je suis certain de ça. Et on va pas voir la vedette Patrick Roy. En tout cas, je pense. On va voir le caractère bouillant de Patrick Roy. Ah oui, on espère qu'il tue un arbitre comme pendant le match, là, ou quelque On, chose on comme. veut, on veut le voir actif derrière son banc. Moi, je pense que oui, il doit y en avoir qui vont voir Patrick Roy. Ah ouais, ok, je vais aller voir ça. Mais il y en a qui doivent être craqués à l'idée de voir Patrick Roy se craquer. Ben oui, absolument. Là, on veut qu'il arrache des baies vitrées comme il a fait à son premier match dans la Ligue nationale contre les Ducks. Je pensais exactement la même chose. Ben oui, écoute, je veux dire, bon, on peut dire que c'est un peu, comment je dirais, peut-être pas nécessairement sérieux, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que c'est certain que Patrick Roy va aider à vendre des billets dans bien des marchés à un certain niveau, c'est sûr. Mais c'est une figure appréciée à Québec. C'est un gros nom, Patrick Roy. Et j'ai l'impression, écoute, je veux rien enlever à Philippe Boucher. Là. C'est vraiment pas une critique à son endroit. Mais je pense que les Remparts avaient peut-être un peu perdu de leur lustre là, dans les dernières années depuis que Patrick Roy est parti. Mais c'est sûr que Patrick Roy amène quelque chose à une équipe. Juste de. T'imagines, t'es un jeune joueur de 16, 17, 18 ans et ton entraîneur, c'est Patrick Roy. Ah oui, Déjà écoute. là, je pense que tu prends une coche. Ouais, ben, parlant de prendre une coche, je pense que même lui en a pris une. Je veux dire, il vient d'aller coacher dans la Ligue nationale. Ça peut pas avoir été négatif, là. Non, je pense que j'ai très hâte de voir son retour l'année Ah, prochaine. mais absolument. Ça va être vraiment, à surveiller. Deuxième point, Jim Magellé ne sera pas de retour à Halifax et on a parlé de lui comme étant un congédiement qui n'était pas vraiment une surprise. Disons qu'il était dans une position qui était extrêmement difficile. C'était l'entraîneur adjoint à Dominique Ducharme puis à André Tourigny l'an passé et on l'a placé là à titre d'entraîneur-chef cette année. Et c'était vraiment pas une position qui était facile, évidemment. C'est un entraîneur-chef recru. Les Mooseheads qui se sont fait de façon assez surprenante sortir en deuxième ronde en 4 parties par les Islanders de Charlottetown. Et malgré tout ça, la grosse nouvelle dans ce cas-là, c'est qu'il sera remplacé par Éric Veilleux, qui fait son retour dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et donc, Éric Veilleux qui aura l'occasion de mener les Mooseheads potentiellement à la Coupe Memorial parce que Halifax sera l'hôte du tournoi l'an prochain. Et ça, c'est une décision que j'appuie à 100%. Je pense que le changement d'entraîneur, ça va faire du bien et c'est mieux de le faire maintenant que de le faire si l'équipe connaît un mauvais début de saison l'an prochain. Comme ça, le nouvel entraîneur Veilleux peut déjà commencer à préparer son plan et je suis persuadé qu'il est déjà en train de communiquer avec le directeur général de l'équipe. Question de mettre en place ce plan-là. Ça commence dès le repêchage et je suis certain que ça a été fait dès le départ, dès son embauchement. Et il y a deux situations. Tu congédies ton entraîneur à Noël parce que tu reçois la Coupe Memorial et tu as eu un mauvais début de saison ou tu as le temps de te préparer comme ça. Je pense que la solution, c'est vraiment de congédier ton entraîneur le plus tôt possible alors que tu viens de connaître des séries décevantes. Et comme ça, tu peux construire tout au long de la saison. Ton groupe de joueurs qui est déjà ensemble depuis une ou deux saisons peut
c'est parce qu'on sait que c'est un jeune groupe de joueurs à Halifax, va pouvoir grandir et apprendre avec le même entraîneur tout au long de la saison en vue des séries et de la Coupe Memorial. Exact. Donc, Veilleux, je suis persuadé que c'est un excellent entraîneur qui va pouvoir préparer les Mooseheads à recevoir cette Coupe Memorial-là. Et le directeur général, je suis convaincu, va faire un excellent travail en ce sens également. Ben écoute, je suis absolument d'accord avec toi à ce chapitre-là. Et Éric Veilleux se voyait comme un entraîneur de choix pour cette situation-là exactement, et ça va faire un pont avec le prochain sujet. Mais Éric Veilleux, donc on le sait qu'il a remporté la Coupe Memorial avec les Cataractes de Shawinigan en 2012. Les 2 années suivantes, en 2013 et 2014, s'est retrouvé en finale lorsqu'il était à la barre du Drakkar, donc était quand même pas loin de se rendre à la Coupe Memorial. Et là, va être avec une équipe qui va y aller. C'est un entraîneur d'expérience qui a connu ces moments-là, ces gros matchs-là, qui sait comment gagner, en fait. Et je fais un pont avec le prochain sujet maintenant. Dominique Ducharme, qui quitte les Voltigeurs de Drummondville, c'est une nouvelle qu'on voyait venir, écoute, à 100 000 à l'heure depuis déjà plusieurs mois, qui quitte les Voltigeurs, sera entraîneur adjoint chez le Canadien de Montréal. Et là, c'est là que la question se pose. Qui va prendre sa place? Tu as mentionné le noyau de jeunes joueurs chez les Mooseheads d'Halifax. Ben, à Drummondville, c'est pas mal la même chose. Les Voltigeurs seront des aspirants à la Coupe du Président possiblement l'an prochain et peut-être même dans 2 ans, mais ce sera peut-être l'équipe numéro 1 à battre l'année prochaine. Absolument. Parenthèse, on ne l'a pas mentionné, mais ils sont allés chercher Maxime Comtois à l'Éthique de Victoriaville au cours des dernières semaines, donc déjà qu'on avait une attaque à tout casser. Et là, on se retrouve sans entraîneur. Et c'est pas n'importe qui qu'on vient de perdre. On vient de perdre Dominique Ducharme. Et là, le lien avec Éric Veilleux, moi, je voyais Éric Veilleux se retrouver là. Et certainement que les Voltigeurs se sont montrés intéressés à lui. D'ailleurs, il l'avait été il y a quelques années lorsqu'on avait embauché Dominique Ducharme. Et peut-être que les Voltigeurs viennent de se faire couper un peu l'herbe sous le pied par les Mooseheads d'Halifax. Et là, la question, c'est qui est-ce qu'on va prendre pour remplacer Dominique Ducharme? Qui sont les entraîneurs qui sont disponibles? Parce que c'est certain que dans une situation comme une situation où les Voltigeurs sont présentement, où il faut qu'on gagne l'année prochaine, tu ne veux pas aller avec un entraîneur-chef recru. Mario Durocher pourrait-il être une option, selon toi? Ben, écoute, je veux dire, c'est un gros nom, c'est un gros nom, c'est un gagnant, et il est disponible. Donc, forcément, oui, ce serait une possibilité de le voir là. Mais sinon, je veux dire, il y a peu de noms sur le marché présentement parce qu'on vient d'en perdre déjà trois importants. Le Philippe Boucher qui a démissionné de son poste chez les Remparts, Dominique Ducharme qui est parti, et Joël Bouchard qui est parti. Là, tu veux un gagnant. Tu veux un gagnant? C'est pas le temps, comme tu l'as dit, d'aller chercher une recrue, tu veux un gagnant. Pour ça, je pense que Durocher, vraiment, serait une option plus qu'envisageable. Absolument. Et je pense qu'il n'a jamais été à l'emploi des Voltigeurs. Écoute, il est quasiment fait le tour de la ligue là, maintenant, Mario Durocher. Là. Écoute, je pense que c'est 11 équipes qu'il a faites depuis qu'il est... 11 ou 12 équipes depuis qu'il est dans la LHGMQ. Il y a du millage. Incroyable. Alors, j'ai fait une mention de Joël Bouchard. On l'a su hier, ça a été confirmé. Joël Bouchard sera l'entraîneur-chef du Rocket de Laval dans la Ligue américaine l'an prochain. Donc, il quitte son poste chez l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et encore là, je pense que même c'est une question encore plus importante que dans le cas de Dominique Ducharme avec les Voltigeurs. Joël Bouchard, c'est plus qu'un entraîneur-chef, c'est plus qu'un directeur général, c'est Monsieur Armada. Là. Je veux dire, comment l'Armada peut exister sans Joël Bouchard? Carrément, là, on peut aller jusque-là. Là. Je pense que tu l'as bien dit. C'est le visage de la franchise de l'Armada. Complètement. Est-ce qu'on va vouloir trouver chez l'Armada un visage semblable, un personnage semblable à M. Bouchard? Je ne sais pas quel choix serait logique, honnêtement, pour l'Armada qui va vraisemblablement entrer en processus de reconstruction, de retourner au début du cycle l'an prochain, malgré qu'ils vont encore avoir quelques bons éléments sous la main. Je pense que ça serait la logique. Donc, est-ce que tu veux y aller avec un entraîneur-chef recru, un plus jeune, ou tu essaies vraiment de retrouver un gars au top, un gars d'expérience? Donc, ça reste à voir du côté de l'Armada.
Écoute, je tiens à le mentionner, là, ça clôt en tout cas, pour le moment, la carrière de Joël Bouchard dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais l'Armada, écoute, je te pose la question, là, j'irai peut-être de chiffres à l'appui après, mais est-ce que l'Armada est la meilleure organisation au point de vue résultat? Est-ce que l'Armada est la meilleure organisation de la LHJMQ? Dans les dernières années, c'est solide. Je veux dire, comment peux-tu... C'est incroyable. Écoute, c'est quoi? C'est je pense que c'était la 7e saison de l'Armada. Ouais, 7e saison de l'Armada. Et écoute, je veux dire, ils ont joué une seule année en bas de 500. Ils ont joué une seule année en bas de 600 depuis qu'ils sont dans la LHJMQ. Ils n'ont jamais raté les séries. Et ils ont perdu en première ronde seulement une fois. Joël Bouchard est tellement pas étranger à ce succès-là. Ça va être dur de se relever, je crois. Écoute, en 7 ans, 4 carrés d'as, dont 2 finales. En 7 ans, là. Écoute, ils ont joué plus de saisons où ils ont atteint le carré d'as que pas. C'est incroyable, là. Ouais, c'est une façon de le voir. C'est vrai que c'est assez... écoute, je dirais, Joël Bouchard, certainement, là, sera extrêmement difficile à remplacer. Ouais, c'est le cas de le dire. Alors, les 2 derniers sujets vont peut-être être un peu plus courts. Je tiens à mentionner donc d'abord que Yannick Jean a reçu une prolongation de contrat de 3 ans avec les Saguenayens de Chicoutimi. Dans le cas de Yannick Jean, ça s'était peut-être mal terminé avec les Tigres de Victoriaville il y a quelques années. Là, depuis qu'il est à Chicoutimi, il a vraiment, j'ai l'impression, repris ses lettres de noblesse, a fait un travail assez important là-bas, surtout au niveau de la direction générale. Beaucoup de transactions qui ont été faites, on a vu beaucoup de changements. Et au niveau de l'entraîneur-chef également, cette année et l'an dernier, est parvenu à tirer le meilleur de beaucoup de ses joueurs et de son équipe en général. Les Saguenayens qui ont donné du fil à retordre aux Titans de Batters en première ronde, qui malgré qu'ils se sont fait éliminer, ont fait un combat très honorable aux Titans. Ouais, je pense que c'est une prolongation de contrat qui est très méritée. Je lui souhaite beaucoup de succès à Yannick Jean au cours des prochaines années avec les Saguenayens. Il le mérite, comme tu l'as mentionné, c'est le travail qu'il a effectué au cours des dernières années est remarquable. Donc, vraiment, je lui souhaite vraiment le meilleur. Tout à fait. Et 6e et dernier point, c'est un gars peut-être un peu moins connu au Québec, évidemment, parce que c'est pas un entraîneur de la LHJMQ, mais un gros nom du hockey junior canadien qui prend sa retraite, Don Hay. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Don Hay, c'est un entraîneur de la Ligue de l'Ouest. En fait, c'est l'entraîneur qui a récolté le plus de victoires dans la WHL en carrière. Et on parle d'un monsieur qui a remporté 4 Coupes Memorial au cours de sa carrière d'entraîneur, qui est là depuis, je dirais, à peu près 20-25 ans. Là. Il est là depuis le début des années 90. C'était l'entraîneur des fameux Blazers de Kamloops, cette dynastie qui a remporté 3 Coupes Memorial en 3 ans. Également, il a remporté plus tard là, avec les Giants de Vancouver. Il a remporté la médaille d'or avec l'équipe Canada Junior, une médaille de bronze également. Il a entraîné dans la Ligue nationale aussi, il a entraîné dans la Ligue américaine. Et vraiment, là, c'est un bonhomme avec un CV extraordinaire là, qui quitte le hockey, Monsieur Hay, qui est dans la mi-soixantaine, je crois, donc une retraite extrêmement méritée dans son cas, l'un des plus grands entraîneurs possiblement de l'histoire du hockey junior canadien. Ouais, une grosse perte pour la Ligue canadienne de hockey. Écoute, on parle des gros noms dans la LHJMQ qui quittent pas pour la retraite, mais bien pour les rangs professionnels. On parle de Bouchard, Ducharme, et c'est vraiment des personnes importantes du hockey et de la LHJMQ. Mais cet entraîneur là est vraiment une coche, a gagné plus que beaucoup d'équipes dans leur histoire. Ah oui, je dirais même que la grande majorité des équipes dans leur histoire. Ça, c'est assez remarquable, merci. Écoute, quel entraîneur peut se vanter d'avoir gagné 4 fois la Coupe Memorial? Il y en a plusieurs qui disent que la Coupe Memorial, c'est le trophée le plus dur à gagner, tout sport confondu. Là. Puis lui, il l'a gagné 4 fois. C'est invraisemblable, là, je dirais. Centième édition de la Coupe Memorial. Donc, tu en as eu des équipes. Combien d'équipes, tu as dit combien d'entraîneurs peuvent s'en vanter? Combien d'équipes peuvent s'en vanter sur 100 d'avoir remporté 4 sur 100 ans? Là? Ah oui, écoute, c'est
Ah oui, c'est assez. C'est un exploit là, plus que digne de Remarquable. mention. Et d'ailleurs, pour closer là-dessus, on a fait un certain parallèle entre Don Hay et Dominique Ducharme plus tôt cette année, parce que je pense qu'il y a seulement 4 entraîneurs au niveau junior qui ont gagné la médaille d'or et la Coupe Memorial. Et Don Hay et Dominique Ducharme font partie de ces quelques entraîneurs-là. Et tout comme Dominique Ducharme, Don Hay n'a jamais joué dans la Ligue nationale. Et finalement, un jour, il s'est retrouvé là après avoir connu des grands moments dans le hockey junior, même s'il n'a jamais joué, a été entraîneur-chef dans la Ligue américaine et dans la Ligue nationale. Donc, est-ce que ce sera la même chose pour Dominique Ducharme? Ben, on lui souhaite. Pour conclure sur le point des entraîneurs, j'aimerais vraiment. J'ai beaucoup critiqué l'organisation du Canadien de Montréal au cours des derniers mois, des dernières années. Mais là, vraiment, je lève mon chapeau aux Canadiens d'avoir fait l'acquisition de deux hommes de hockey comme Ducharme et Bouchard. Ducharme, je pense que ça va être un excellent entraîneur adjoint à Montréal. Du côté de Bouchard, je pense que lui, le chapeau qui lui va, c'est vraiment celui d'entraîneur-chef. Je pense qu'il y a le charisme, il y a le côté un petit peu du show d'un entraîneur-chef. Je le vois beaucoup plus comme chef à Laval qu'adjoint à Montréal. Je pense que c'est ça pour la plupart des analystes, on s'entend. Je pense que c'est vraiment un gars qui est fait pour entraîner une équipe, lui, avec ses adjoints. Donc, vraiment, je salue le Canadien de Montréal qui a accepté de faire des changements dans son organisation en mettant la main sur deux excellents hommes de hockey québécois. Oui, cette mention est appuyée, mon cher. Et je tiens à le dire aussi, c'est deux Québécois qui se joignent à l'organisation, c'est sûr, c'est à mentionner. Mais nommez-moi, dans le hockey junior présentement, deux meilleures têtes de hockey que ces gars-là. Il y a des gens qui disent « Ah, mais ils ont engagé deux Québécois pour engager deux Québécois. » Non. Oh non. T'es-tu Non. prêt? C'est ça. Nomme-moi deux meilleures têtes de hockey au Canada dans le hockey junior présentement. Il n'y en a pas. Écoute, s'il y en a, nommez-moi-les puis faites-moi-en la preuve. Je veux dire, tu as le directeur général d'Équipe Canada puis le coach d'Équipe Canada des 2 dernières années. Je peux pas croire. Là. Je veux dire, C'est ça. ces deux, écoute, à défaut d'aller chercher des gros agents libres sur la glace, ils vont en chercher derrière le banc, c'est certain. Ouais, pour le développement, c'est deux excellentes nouvelles que ces dernières acquisitions. Ah, absolument. On vient de scorer solide, à mon avis, à ce niveau-là. Alors, on va, pour conclure l'émission, on va aller avec notre gros sujet, le tournoi de la Coupe Memorial qui commence aujourd'hui. Écoute, quoi dire? Ben, on va parler des forces en présence. Écoute, on a parlé du Titan Batters qui sera là, alors on va aller... ben écoute, on peut faire tout de suite mention de l'équipe haute, là, les Pats de Regina, qui ne sera probablement... je pense pas qu'on va assister à la même situation qu'avec les Spitfires de Windsor l'an passé. Je pense pas, par contre, je pense qu'il faut pas les prendre à la légère. Les autres équipes les trois autres équipes présentes au tournoi pourraient être tentées de penser la même chose. Par contre, on regarde, OK, ça s'est mal passé en série. Là, on passe à autre chose. Sur papier, Regina est une excellente équipe. Je pense à un gars comme Sam Steele, qui est un excellent espoir de la Ligue nationale. Sam Steele a connu une excellente saison régulière, 83 points en 54 rencontres seulement. T'as un autre gars, Matt Bradley, qui a marqué 37 buts lors de la dernière saison. Cameron Ebig, 90 points en 66 rencontres, 41 buts. C'est vraiment des gars qui vont devoir rebondir en série. Et là, parlant au tournoi de la Coupe, et là, parlant de rebondir, j'aimerais attirer votre attention sur Nick Henry. Nick Henry qui a été... Y a-t-il un mot pire que décevant? Parce que Nick Henry, l'an dernier, a été un choix au dernier repêchage de 4e tour de l'Avalanche du Colorado. A eu une grosse blessure qui l'a ralenti cette saison. L'an dernier, 81 points en 72 matchs. Cette année, 29 points en 53 rencontres. J'aimerais ça que quelqu'un m'explique. Malgré une grosse blessure, je comprends que c'est pas facile de s'en remettre. Mais comment tu peux passer de 81 points en 72 matchs à 29 points en 53 rencontres? Nick Henry va devoir rebondir au tournoi. Et sérieusement, je pense que si les Pats veulent espérer une victoire, Nick Henry va devoir retourner à son niveau de l'an dernier et même le dépasser. Parce que sur papier, des gars comme Libor Hajek qui sont des espoirs, Jack Lesichin,
Cal Fleury qui a une excellente saison. Josh Mara. Écoute, sur papier, c'est une excellente équipe. Ça se compare aux autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette saison? J'ai beaucoup de difficultés à le comprendre. Oui, mais je pense que... Écoute, même, je pense à rien. Écoute, je sais pas. Les Pats de Regina qui ont... on parle d'une saison de 87 points en 72 parties. Ils étaient dans la même division, par contre, je pense qu'il faut le dire, dans la division Est de la WHL. On fait face, entre autres, aux Warriors de Moose Jaw et aux Broncos de Swift Current, qui ont d'ailleurs remporté la coupe là, dans la WHL. Donc, on avait ces deux puissances-là dans la face assez souvent. Donc, quand même une saison correcte, là, mais il y a eu énormément de déceptions dans cette équipe-là. Et on ne sait jamais quand est-ce que le tout peut virer de bord. C'est sûr que sur papier, c'est une grosse équipe. Tout à fait raison. Je pense qu'ils vont pouvoir compétitionner. Sérieusement, moi, je serais pas surpris de les voir compétitionner et même battre deux des autres équipes. Est-ce qu'ils vont pouvoir gagner? Il va falloir que tous les gars prennent une coche. Il va falloir qu'il y ait Tu peux pas te permettre un soir de congé. Tous les gars vont devoir step up. Je les ai nommés les noms. Sur papier, c'est tous des gars qui ont des espoirs de jouer dans la Ligue nationale. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, Nick Henry, je mets mon attention sur lui. Nick Henry va devoir retrouver son niveau. Absolument. Absolument. Tu as parlé de Cal Fleury, qui est là avec les Pats de Regina, le défenseur. C'est un des joueurs qui forcément va être regardé beaucoup parce que c'est un espoir des Canadiens de Montréal, évidemment. Et surtout, on fait un petit lien avec Joël Bouchard, c'est un gars qui va être possiblement éligible pour jouer à Laval l'an prochain. Ça va être un 20 ans. Est-ce qu'on va le voir à Laval? Est-ce qu'on va le retrouver? On va le voir à Laval. Est-ce qu'on ne sait pas, écoute. Mais forcément, ça va être un gars qui va être sous le radar là, pendant le tournoi de la Coupe Memorial. Ouais, écoute, lui là, Cal Fleury, un choix de 3e ronde du Canadien au dernier repêchage, était le capitaine la saison dernière à Kootenay. Ouais. Avait terminé la saison, on se rappelle, avec un différentiel de moins 61. Avec un club qui a gagné 14 victoires, là, je veux dire, c'est ça. Puis pour être à moins 60, même dans un club poche, parce que toujours sur la glace. C'est ça, c'est parce que tu joues 25-26 minutes en montant. Là. Ouais. Et là, cette saison, avait commencé la saison en tant que capitaine du Ice de Kootenay, avait amassé 10 points en 17 matchs, moins 6, donc ça allait déjà mieux. A été transigé au Pats de Regina, et là, on a vu ce que ça faisait lorsqu'on le mettait dans une bonne équipe, en bonne position. 41 points en 51 matchs, un différentiel de plus 23. Puis j'ai regardé jouer beaucoup cette saison. C'est un de mes prospects dans une ligue simulée, donc je portais beaucoup d'attention sur lui. Et je peux vous garantir que ce gars-là va jouer dans la Ligue nationale. Je suis certain de ça. Un défenseur complet, capable de bien relancer l'attaque, une excellente première passe. Vous le remarquerez, lui, si jamais les Pats venaient à causer la surprise au tournoi, je peux vous convaincre, je peux vous persuader que Cal Fleury va être une pièce maîtresse de l'équipe. Des succès des Pats. Si succès des Pats il y a, c'est parce que Cal Fleury va être là. À son meilleur. Absolument, je suis d'accord avec ça. Et ça, c'est sans parler de Josh Mara, qui lui est aussi un excellent défenseur. Plus d'1 point par match cette saison, 69 points en 60 matchs. Donc, un corps arrière qui va aussi avoir son gros mot à dire dans les succès de son équipe, si succès il y a. Ouais. Est-ce qu'on passe... est-ce qu'on reste dans la WHL avec les Broncos? J'en ai fait mention précédemment. Les Broncos de Swift Current, donc l'équipe qui représente la Ligue de l'Ouest au tournoi de la Coupe Memorial. On connaît déjà un peu les joueurs qui sont là, les joueurs importants. On connaît Tyler Steenbergen, on connaît Alexis Eponymi, on connaît également Glenn Gawdin, le meilleur pointeur de l'équipe cette saison. Et non seulement en saison, mais en série également. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir dans cette équipe-là? Premièrement, avant tout, un gardien, un excellent gardien, Stuart Skinner, qui a signé, il n'y a pas longtemps, son contrat d'entrée avec les Oilers d'Edmonton, qui a été un choix de repêchage de l'équipe
troisième tour en 2017, donc la saison dernière. Lui, il était avec les Hurricanes de Lethbridge au moment d'entamer la saison, a joué la moitié de la saison avec eux, a été transigé dans un échange monstre incluant 10 joueurs, si ma mémoire est bonne. Donc, on n'a pas le droit de changer les choix de première ronde, je pense, ou c'est juste en Ontario? Ouais, ça se peut que ça soit ça, mais je sais qu'il y avait 10 joueurs. Ça fait des trades monstrueux. Ouais, c'est ça. Là, ensuite, a maintenu des bonnes statistiques, 914 en saison régulière, mais là, en série, je présente ses statistiques, 26 parties jouées, 2,20 et un pourcentage d'efficacité de 932 dans la Ligue de l'Ouest. C'est incroyable. A été vraiment incroyable tout au long des séries. On comprend pourquoi les Hallers l'ont signé. Lui aussi, je peux pas mal vous dire qu'il va jouer dans la Ligue nationale un jour, un gabarit, un bon gabarit, 6 pieds 3, 203 livres. Donc vraiment, lui qui ne sera pas étranger au succès de son équipe, qui n'a pas été tout au long des séries, qui ne le sera pas à la Coupe Memorial. Tu as parlé de Glenn Gaudin cette saison, 125 points en 67 matchs, un différentiel, tenez-vous bien, de plus 61. On parlait du moins 61 à Kilfurry l'année passée, lui c'est un plus. Imaginez plus 61 pour un attaquant. Imaginez comment ce gars-là est toujours sur la patinoire. On s'entend qu'il fait pas juste des points sur le power play s'il y a des plus de même. Là. Je veux dire, on parle, tu sais, des fois on va dans le junior, là, les meilleurs pointeurs, des gars qui comptent 50 buts, ils en comptent je sais pas combien sur l'avantage numérique, puis ça paraît pas. Même, ça, je veux dire, ça paraît pas au niveau des plus et des moins, mais le gars est quand même à plus 60. Là. Lui est quand même, il a en avantage numérique 21 buts, 26 passes, mais son plus 61 vient prouver bien des choses. On passe ensuite à Alexis Pionemi et Tyler Steenbergen. Ces deux-là, je pense qu'on les connaît, même pas besoin de les présenter. Deux gars avec un talent extraordinaire. Absolument. Et là, on passe à Giorgio Estefan, lui qui est moins connu. Un qui a été impliqué, ça, dans une transaction Lethbridge, Swift Current. 86 points en 69 matchs au courant de la dernière saison régulière. En avait 58 en 39 à Lethbridge avant de ralentir un petit peu avec 28 en 30 à son arrivée à Swift Current. Par contre, si on va voir du côté des séries, on voit qu'il s'est classé au 4e rang des pointeurs de son équipe derrière les mêmes qu'en saison régulière, dans le fond, Gaudin, Eponiemi et Steenbergen. Par contre, deuxième meilleur buteur de l'équipe. Le seul qui l'a dépassé, c'est Gaudin avec 14, alors que lui en a 13. Ensuite, on a Steenbergen, il est reconnu, lui, pour ses talents de marqueur avec 12. Du côté des passeurs, on le sait, Eponiemi, qui est vraiment un fabricant de jeu, ma foi, extraordinaire. 25 passes, 5 buts. Donc, en série, c'est vraiment une équipe qui a été menée par le premier trio. Par contre, Giorgio Estefan qui est capable d'apporter beaucoup à une équipe. Et lui va être à surveiller un joueur de 20 ans, un choix de 6e tour des Sabres il y a quelques années, a été libéré, a participé à un camp au début de la saison dernière. Par contre, n'a toujours pas été signé. Donc, c'est sa dernière année présentement dans la Ligue canadienne. Par contre, avec les séries qu'il a connues, je suis persuadé que ce gars-là va pouvoir se trouver du travail dans la Ligue américaine. Ensuite de ça, oui, on a des gars qui sont capables de mettre la rondelle dans le filet, mais on a aussi un côté robustesse qui n'est pas à négliger, à mon avis. Savan Kera, qui est un défenseur, lui, qui est capable d'amener beaucoup de robustesse, et ça, c'est important à un tournoi de la Coupe Memorial. Les équipes sont fatiguées. On le sait, les équipes ont tous connu un long parcours. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que la Coupe Memorial, c'est un des trophées les plus difficiles à gagner, tous sports confondus. Les gars sont fatigués. Ils ont de 68 à 72 parties de saison régulière dans le corps. Tu ajoutes à ça une vingtaine de matchs de série. Là, tu t'approches des 100 pas mal. Là. Tu t'approches de 100 matchs joués de septembre, octobre à mai. Ouais. C'est tellement énorme. C'est pour ça que l'impact physique va être important. On va devoir frapper. Il va falloir faire mal. Les équipes qui gagnent la Coupe Memorial vont pas n'avoir seulement que de talent pour mettre la rondelle dans le filet. Il va falloir frapper, il va falloir faire mal. Je pense à un gars comme Tanner Nagel. Lui, on a vu, il y a un de ses combats qui a été célèbre dernièrement parce que c'est tout un spectacle. Donc, vraiment, une équipe qui a tout pour gagner les Broncos de Swift Current. Il s'est passé quoi dans ce combat-là? J'ai pas vu ça passer. On pourrait peut-être l'inclure. Est-ce que tu es capable de nous mettre dans la description ce combat-là? Ben oui, absolument. En fait, je vais ajouter ça quand je vais publier l'émission. C'est bon. Dans le fond, c'est un beau petit KO. Je t'invite à aller le voir. C'était contre Colton Keller. Et c'est
un point et... Ok, c'est vraiment c'est un punch et c'est fini, là. Ah, par contre, c'est Nigel qui s'est fait frapper par Oh, Colton wow. Keller, le capitaine des Orkings. Regarde, ça prouve qu'il a peur de rien. Oh, fait que- oh, wow. Hey, une chance que t'as checké après, hein? Ouais, une chance. Incroyable. Alors, je savais que c'était ces deux gars-là, j'avais juste pas la bonne couleur en tête. Le gars, il vend son. Le gars, il vend son pugiliste, mais c'est le gars qui se fait Non, mais corrompre juste par pour un dire que punch. c'est un gars qui se Ah oui, bat et oui. qui a pas peur Non. de jeter les Ah, items. je sais. C'est juste. C'était Non, très drôle. c'est un moment cocasse, tout ça. Ben oui, absolument. Ok. Alors, Mario? dernière équipe. Ben, avant-dernière. Ouais, ben, on a parlé du Titan un peu, fait qu'on pourra peut-être y revenir Ouais, peut-être on vers la fin. reviendra Là. tranquillement, ouais. Mais on va y aller avec nos représentants de la Ligue de l'Ontario, les Bulldogs de Hamilton, ne pas confondre avec l'ancien club de la Ligue américaine des Canadiens de Montréal. Les Bulldogs qui sont représentés par deux gars bien connus, Will Bitton, justement un prospect du Canadien de Montréal, et Robert Thomas, le choix de première ronde des Blues de Saint-Louis au dernier repêchage. Et là, j'en ai beaucoup à dire sur les Bulldogs. Oh, Robert Thomas, qui a connu des séries incroyables. 32 points en 21 matchs, oui, mais c'est vraiment plus que ça qu'il a amené. Il était dans les matchs importants, il était clutch, Thomas. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, ça, c'est un côté positif. Du côté négatif, j'aimerais parler de Matthew Strome, qui est reconnu pour ses talents de marqueur, pour son tir foudroyant, son tir précis. Et là, en 20 matchs de série, 4 buts. C'est décevant pour un gars comme Strome. Ton équipe a tout ce qu'il faut pour se rendre à la Coupe Memorial et ils sont là au tournoi. Mais toi, t'es un choix de la Ligue nationale, t'as connu une bonne saison, t'as le talent pour marquer des buts et là, tu me dis que t'arrives en série et tu marques 4 petits buts. Oui, il y a 14 mentions d'aide, 18 points en 20 matchs, c'est loin d'être mauvais, mais en série, mais c'est parce que c'est un scoreur, Matthew Strome. quand C'est t'es ça un l'affaire. gars comme Strome, c'est ça, ton travail, c'est de marquer quand t'es un gars comme Strome. Et c'est ça qui m'a déçu de lui à tous les matchs. Et là, on voit 18 points en 20 matchs, là, mais c'est dans les premières rondes qu'il s'est gâté parce que dans les derniers matchs, les matchs importants, là, je sais pas, il était où, Strome, mais il était pas là. C'est les gars comme Thomas qui ont amené cette équipe-là à un autre niveau. Des gars comme Ryan Moore. Ryan Moore a un nom beaucoup moins connu que Thomas. Pourtant, c'est lui qui était là dans les matchs importants. Veux-tu qu'on parle de déception? Tu sais où est-ce que je m'en vais avec ça? Ben, vas-y. Ben, Will Bitton. Il a été décevant, ben oui. En série, Regarde, ben oui. Colin, je pense qu'il y a 11 points, 11 points 11 dans points les en 21 séries, matchs, puis il y avait un point 3. par match, un point par Moins match en 3. saison. Hey, il y a 3 gars dans le négatif dans l'équipe, Dont lui. dont lui. Ouais. Quand tu joues avec un gars comme Thomas, là, au début des séries, je pense que c'est là qu'il a fait sa coupe de points, un peu comme Strome, puis après ça, il est allé se reposer pour la Coupe Memorial. Pendant que ton équipe joue contre la soi-disant meilleure équipe du Canada avec Sault Ste. Marie. Tu sais, ça, là, les équipes de la Ligue nationale, les recruteurs le voient, ça, que dans les séries, t'es où? Ben oui, absolument. L'objectif ça compte, ultime là. d'une équipe, je sais pas si je dois apprendre ça à quelqu'un, mais c'est pas de faire une coupe de points en saison régulière, c'est bon, t'as fait un point par match. Mais en série, t'es plus trop là, tu te reposes, t'as hâte à l'été. Tu sais, Strome, ok, c'est une déception, il a quand même 18 points en 20 matchs, il a pas marqué, mais il a au moins participé, ça a fait de pointage. Mais Will Bitton, Bitton, on peut même pas dire ça, c'est ça il est l'affaire. au 11e rang des pointeurs de son équipe avec un différentiel de moins 3. Je m'excuse, mais tu sais, je parlais de Nick Henry qui va devoir step up. Je parlais de toute l'équipe qui allait devoir step up du côté de Regina. C'est la même chose pour Bitton. Bitton, oui, c'est un gars d'énergie, mais c'est un gars d'énergie que tu as besoin pour amener des points. C'est pas un gars que tu vas mettre sur ton 4e trio parce que ça, je suis sûr qu'il y en a déjà une coupe.
dans cette équipe-là. Au Bitton, t'en as besoin pour mettre la rondelle dans le filet, pour déranger devant le gardien, pour ramasser des points. Ben oui, absolument. Ça a toujours été comme ça. Je veux dire, Bitton, regarde au cours des 3 dernières années, c'est un gars offensif, c'est un gars qui ramasse un point par match ou à peu près, là, un petit peu moins, un petit peu plus, là, ça dépend des années. C'est un gars qui met des points sur la table. Là, tu peux te dire peut-être, OK, ouais, mais il a été effacé en playoff, mais il a, mettons, été un gros joueur défensivement. Il est dans le moins. C'est un des 3 seuls gars de l'équipe qui est dans le moins. C'est ça l'affaire. On peut même, à chaque fois, tu trouves une excuse pour dire, ah, peut-être, mais. Lui, il n'y en a pas d'excuse. Non, Il n'y en a pas d'excuse. Exact. Et là, je lève mon chapeau à Brendan Sagan, lui, 18 buts en 21 matchs. Lui a pris la place de Strome. Bravo à Sagan, parce que si c'était pas de lui, son équipe aurait été éliminée bien avant la finale. Vraiment. Lui, j'ai parlé de Thomas, j'ai parlé de Moore, Sagan. Après ça, tu as l'ailier gauche Nicolas Camano qui a 22 points en 21 matchs. Et après ça, tu tombes avec Strome. Et... Strome, je sais que je le dis, oui, il a 18 points. J'étais un peu dur envers lui, mais c'est un marqueur, Strome. C'est un marqueur. C'est le meilleur marqueur du club en saison régulière. Déjà, juste là, oui. on peut juste établir ça comme standard en partant. Il n'a pas scoré 60 goals, mais je veux dire, c'est le meilleur buteur de son équipe. Ça, ton standard, il est là en partant. Là. Mais on va voir le game by game, OK? Première ronde, check. Ce que je disais tantôt vient d'être appuyé par des statistiques incroyables. Je vous ai pas menti. Premier match des séries, 3 points. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Dans les 3 derniers matchs, pour permettre à son équipe de remporter la coupe, le championnat de la Ligue de l'Ontario, 0 points, moins 2, 1, 1. C'est choquant. Ben oui. Et dans ces matchs-là, OK, le premier de ces 3 matchs-là, 6 tirs au filet, mais moins 2. OK, t'as essayé. Ben oui. Ça marche pas toujours. Puis il faut pas toujours se fier au moins, par exemple. En tout cas, sur une saison, peut-être un peu plus, mais au cours d'un match, être moins 2, ça veut pas nécessairement. C'est d'accord. Après ça, au 5e match, ma mémoire est bonne, 1 tir. Et lors du match numéro 6, 0 tir. Même pas 1 tir au filet pour un marqueur. Un gars qui est là pour marquer un choix de 4e tour des Flyers de Philadelphie dans la Ligue nationale. Et tu fais pas un tir dans le match. Un gars de 6 pieds 4, 206 livres. Là, de passer au tournoi avec Memorial. Ouais. Pas un tir. Pourtant, il s'amusait bien, lui, dans les premières rondes, avant de disparaître. On est-tu capable de faire le même exercice pour Will Bitton? Bitton? Ouais, ben oui, je peux bien. On peut aller voir ça. Secondes. Ben oui, on va aller voir ça. OK. Game by game. Oh là là! Là, ça devient oh là là! C'est très intéressant. OK. 0. Là, je parle du premier match face à Ottawa. 0, 1, 4, 1, 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Hey. Écoute, il y a 11 points. Il y a 11 points, dont un match de 4 points en première ronde. Youch! C'est ça. Là, je parle des gars. Écoute, c'est quasiment le tiers, là. C'est quasiment le tiers de ses... Même, c'est plus que le tiers de ses points, là. C'est genre 40% de ses points, là. Et alors que c'était Sagan, lui, dans les 3 derniers matchs, en fait, je vous dis ses points dans la série contre Sault Ste. Marie. 1, 2, 2, 0, 3, 1. Donc ça, c'est un gars qui se lève. Ça, c'est ça que j'aime, c'est ça que j'apprécie, c'est ça qu'une équipe veut. Lorsque ça va un tournoi de la Coupe Memorial. Je regarde maintenant Robert Thomas. Lui, il a été là tout au long des séries. Il a 32 points, c'est ça. Tu sais, lui, dans la série contre Ottawa, 4, 2, 1, 3. Non, premier tour, tu sais, je veux dire. C'est ça. Après ça, il y a quelques matchs de 3 points, mais ils sont fréquents, les matchs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 matchs où il n'a pas amassé de points. Et lors des 3 derniers matchs, des matchs que j'oserais appeler très, très, très cruciaux pour une équipe, 1, 2 et 2, dont 2 buts lors du match numéro 5. Donc, à un certain moment,
as besoin de ces gars-là et tu vas en avoir besoin à la Coupe Memorial. Absolument. Donc, c'est à ces gars-là de se lever, mais les Bulldogs, là, ça. Je pense que si j'ai à faire mon classement, là, écoute, les Bulldogs, je miserais pas bien là-dessus. Non? Oui, Thomas a été très, très fort. Mais un gars peut pas gagner la Coupe Memorial, là. C'est ça l'affaire, je veux dire. Ça. T'es rendu au point là, je veux dire, c'est ça. Au point où t'es rendu. Là, tu peux même pas mettre ça, c'est la faute du directeur général de l'équipe parce qu'il n'a pas fait les acquisitions clés, blablabla. Hey, t'es allé chercher tes acquisitions clés. T'as Strong et t'as Beaton dans ton équipe. Ces deux gars-là sont censés être solides sur ton top 6. Puis là, moi, dans ma tête, c'est des statistiques de 4e trio. C'est Strong, c'est un peu mieux, mais Beaton, come on. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Ça se défend. Bon, ça se on passe au Titan. Comment? On va passer au Titan. T'es oui, on va passer. T'es carré de chialer sur la OHL. On va passer au Titan de Bathurst. J'espère qu'ils vont me surprendre parce que Matthew Strong, je suis peut-être un petit peu dur avec lui parce que justement, je l'ai dans une de mes ligues simulées comme prospect. Puis, ok, c'est ça, c'est de la rage refoulée, ça. J'espère qu'il va me surprendre. Je fais encore un peu confiance. Bon. Titan de Bathurst. OK. T'as des forces. Écoute, je te demandais la question avant qu'on rentre en onde. Le Titan a-tu des chances? Ben, force d'admettre que oui. Là. Je pense pas que. Je me dis pas en arrivant de même, le Titan va gagner la Coupe. Non, mais je veux dire, il y a des années où ce que tu te dis, tu regardes les 3 autres représentants, tu regardes ton équipe, puis tu fais, OK, ouais, ça se peut bien que ça soit pas notre année, mais non, je pense pas que le Titan fera pas le figure à la Coupe Memorial. Là, tu as Fitzpatrick en plus, que tu sais. Qui est en pleine possession de ses moyens. Il peut te faire gagner un match. Il est en pleine possession de ses moyens. Il est en confiance. Tu peux compter sur lui. Tu as un gars comme Jeffrey de Cuchonvielle. Lui, là, penses-tu pas? On sait qu'il se donne. Imagine comment il va se donner, là. Imagine-le. Il vient de remporter la Coupe du Président. Je pense que lui, il a le couteau entre les dents, en tabarouette, pour gagner la Coupe Memorial. Tu as Olivier Galipeau, qui est un des rares gars qui a réussi à gagner 2 Coupes du Président dans sa carrière. Lui, également à ses derniers 1000 dans le circuit junior canadien, a connu des solides séries toute qu'une saison régulière. Et lui a déjà connu la Coupe Memorial. Lui, là, c'est un leader, ancien capitaine des Forts, ancien capitaine des Saguenayens. Lui, c'est un vrai leader. Lui va pouvoir dire, je suis certain que c'est déjà fait, réunir ses gars, leur expliquer un petit peu les points clés. Il l'a connu, cette coupe-là, ce tournoi difficile à gagner là. Ensuite, Antoine Morand, qui lui a un qui m'a un petit peu déçu en série, par exemple. Par contre, j'ai bien aimé ce que j'ai vu dans certains matchs. Espérons qu'il va pouvoir amener ça à tous les matchs de la Coupe Memorial parce que c'est un tournoi où vraiment on en a parlé, ça aussi, je pense, c'était avant de rentrer en onde. Tu peux pas te permettre un seul soir de congé, tu peux pas te permettre une petite période de congé. Non, ça peut basculer très, 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 très vite. Là. Chaque minute est cruciale. Donc, vraiment, et là, je vais amener l'attention, j'ai parlé tantôt du jeu physique qui est important. Jeffrey Cuchonvielle, j'en ai parlé que je l'adorais, ce joueur-là. Lui, il va être excessivement important, mais le top 3, le big 3 de l'équipe, se devra d'être à son max. Là, tu as Noah Dobson, qui va être sous les yeux de tous les recruteurs. Oui, écoute, un top 10 dans la Ligue nationale au prochain draft, c'est sûr. Soit il va choquer, soit il va augmenter son jeu d'un méchant cran pour essayer de gagner des rangs. Et ça, je pense que ça peut être très bénéfique. Pour le Titan, tu as Adam Hallwell qui est très solide, je l'ai toujours bien aimé. Et bien sûr, Galipeau qui, lui, je l'ai dit, ces derniers 1000, va tout donner. Donc, c'est plusieurs joueurs, c'est beaucoup de travaillants. C'est des gars talentueux, mais très travaillants chez le Titan. Et ça, je pense que ça ne peut qu'être gagnant dans un tournoi de la Coupe Memorial. Ben oui, écoute, c'est certain. Et puis, Mario Pouliot, qui est un
un coach qui est reconnu pour ça. En fait, là, je sais qu'il a changé depuis ce temps-là parce que c'était peut-être à un point où c'était un peu trop demandé. Mais quand il était coach à Bécamo il y a quelques années, disons que c'était un coach qui voulait gagner à tous les soirs. Là, je veux dire, oui, tu veux toujours gagner à tous les soirs, mais bon, je veux dire, ça c'est en théorie. Mais disons que lui, c'était un peu plus que ça. Là. Alors, qui veut vraiment le maximum toujours de ses joueurs. Absolument. Ouais, on a fait le tour du titan là-dessus. Ouais, ben écoute, on avait déjà parlé quand même pas mal, donc faut dire qu'on s'éternisera pas nécessairement longtemps là-dessus. Si tu avais à faire ton classement finalement? OK. 4e, Bulldogs. 3e, c'est dur à dire parce que les Pats, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ouais. Autant ils pourraient sortir très fort, autant ils pourraient flopper comme ils ont floppé tout au long de la saison et des séries. Moi, je les mets là, personnellement. Je les mettrais à 3, là. J'ai mis 3e, mais avec un gros astérix à côté qui dit attendez avant de voir. Ouais. C'est dur à faire parce que c'est vraiment, tu sais, les prédictions, c'est toujours ça, mais on dirait qu'à la Coupe Memorial, avec l'équipe hôtesse, c'est tout le temps quelque chose de touché. Ben, c'est toujours quelque chose de touché. Ça dépend toujours de l'équipe à laquelle qui reçoit la Coupe cette année-là, c'est certain. Ah, c'est ça. Mais, je veux dire... Parce que les Pats, c'est ça. C'est que tu peux même pas te dire, les Pats, mettons, sont. Tu sais, je veux dire, les Spitfires, oui, ils s'étaient fait sortir en première ronde l'année passée, mais je veux dire, c'était à cause du système de playoff dans l'OHL. Mais c'était une grosse équipe. C'était un des meilleurs clubs de la OHL l'an passé. Fait que tu disais là, j'avais 4 clubs solides, donc Windsor, même si ça fait longtemps qu'ils s'entraînent, ils ont quand même une chance de gagner. Ou dans d'autres années, où c'est un club, on va dire, poche, qui reçoit la Coupe Memorial, que là, tu peux te dire, ben là, il y a des méchantes bonnes chances qu'eux ne gagnent pas. Mais Regina, si on commande 2 sièges. Sais-tu quoi? Je vais te faire un top 4. C'est pas un top 4 officiel, c'est pas mes prédictions, c'est un top 4 sur papier. 4e sur papier, c'est toujours les Bulldogs. 3e sur papier, je pense que c'est Swift Current. Et honnêtement, je pense que les Bulldogs, je pense que sur papier, les Pats sont très solides et je pense que sur papier, je les mettrais gagnants. Ils ont une belle équipe sur papier. J'ai nommé les noms. C'est sûr, quand tu reçois la Coupe Memorial, tu vas chercher les joueurs en conséquence. Ouais. Donc, c'est sûr que sur papier, tu as des gros noms. Et c'est là que la théorie du pratique devient une différence énorme. Puis c'est le fait, je veux dire, tu joues chez vous aussi, là. T'es chez vous à Coupe Memorial, là. Les gens qui sont là, je veux dire, il y a des gens qui viennent de partout, mais... Donc, je pourrais pas te donner de top 4 parce que ça serait ridicule, parce que ça serait basé sur rien. Mais je peux te dire que le Titan a une excellente chance de gagner, tout comme les 3 autres équipes ont des bonnes chances si Strome décide de faire de quoi avec Betton. Moi, selon moi, les 2 équipes que je vois qui ont le plus de chances, à mon avis, de bien performer, selon ce que j'ai entendu, ce serait Batters et Swift Current. D'après moi, c'est les 2 équipes. C'est les 2 plus safe, en fait. Oui, exactement. Tandis que les Bulldogs, moins, puis je vois les Bulldogs moins forts que Swift Current puis Bathurst, mais encore là, ça veut rien dire, mais je les vois quand même moins forts. Et Regina, on le sait pas. Fait que moi, je les mets là parce que c'est moins safe comme choix, mais ils pourraient être plus haut. Là. Ce qui arrive, c'est qu'avec Swift Current et Bathurst, on sait exactement à quoi s'attendre. Exact. On le sait. Ça va être ça. Sure shot, là, c'est ça. Si on parle des Bulldogs, on sait à quoi s'attendre de Robert Thomas. Après, est-ce que Brandon Sagan va continuer sur sa lancée des séries de la saison? Est-ce que Strome va retourner sur sa lancée de marquer des buts comme cette saison? Est-ce que Betton va retrouver son talent caché quelque part? Est-ce que les Pats, pour les Pats, est-ce que Mara va jouer comme cette saison? Est-ce que Fleury va continuer aussi sur sa lancée? Est-ce que Nick Henry va retourner sur sa lancée de l'année prochaine? C'est des gros points d'interrogation. Fait qu'on a 2 sure shots et on a 2 équipes qu'on ne sait pas trop. Les Pats, c'est tellement un cas touché. Il y a tellement sur papier, c'est une équipe de rêve.
Tu sais, Sam Steele, il pourrait te sortir un méchant gros tournoi de la Coupe Memorial, Sam tout Steele, comme il a Matt fait Bradley. sortir, je veux dire, c'est ça. Tu parlais tantôt des stats de Sam Steele. Écoute, qui avait, je pense, 83 points en 50 quelques parties. Écoute, il a fait Regarde, 130 points l'année passée. Là. Il était là au tournoi avec l'équipe Canada ben, Junior. en série, les Pats ont joué 7 matchs quand même. Ouais, et Sam 11 points. Steele, il a 11 points, un but 10 passes. T'as Ebé qui a marqué 6 fois. Tu as besoin d'un petit peu plus de marqueurs dans cette équipe-là, je pense. Et Sam Steele va devoir marquer parce que, ben, beau faire des passes, mais si tu as juste un ou deux gars qui la mettre dedans, C'est ça. Nick Henry, j'en mets beaucoup, là. Mais, qui est décevant. On veut Un un autre gars que qui... j'ai dans ma Ouais, ligue simulée, vas-y, ça, par excuse-moi. exemple, là, c'est encore de la... Tu sais, l'année passée, il a marqué 35 buts, 46 passes. Cette année, 14 buts, 15 passes. C'est ridicule. Sa blessure, ok, c'est une grosse blessure, mais maintenant, Ah, ben écoute, on sait pas. Je sais pas quoi dire. Écoute, pour continuer sur les Pats, un autre, écoute, je sais même pas s'il est sous contrat, j'ai pas checké, mais un prospect des Canadiens, Matt Bradley. ouais, lui, Cette année, c'était touché un petit peu. 37 buts en saison, 79 points, 3 points en 7 parties en Ah, c'est séries ça. éliminatoires. Je veux dire, OK, les Pats n'avaient pas nécessairement un gros club, OK, je suis d'accord, mais Bradley, je veux dire, c'est un joueur de 20 ans qui est deuxième pointeur de son équipe, qui est premier buteur de son équipe, un peu comme Matthew Strome dans l'OHL, là, finalement, ça ressemble un peu. Mais je veux dire, tu t'attends à beaucoup de ces gars-là. Ouais, c'en est un qui va devoir step up aussi, là. Absolument. Là-dessus, je pense qu'on a quand même un bon. Écoute, ça fait plus d'une heure là, déjà qu'on est en train de faire l'émission. Alors, je pense que ça fait quand même le tour du sujet pour la Coupe Memorial. Max, je te remercie beaucoup encore d'avoir été là. Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait du bien de sortir le méchant un petit peu comme ça. Ben, écoute, je pense que c'est un des shows où tu as été le plus émotif Ouais, depuis que. Ah non, écoute, je te voyais t'enligner sur les Bulldogs, je faisais tabarouette, il est pas arrêtable. Ah non, Écoute, j'ai hâte que ça commence ce soir, on va écouter ça. Ben oui, absolument. J'invite d'ailleurs les gens à rester à l'affût. Ben, je parlais en introduction que c'est l'avant-dernier épisode de la saison. On va faire un épisode de post-mortem pour les équipes de la LGMQ. Donc, on va revoir un peu la saison de chacune des équipes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui a terminé où? C'est quoi les points à améliorer? Qu'est-ce qui a été les bons points aussi, etc. On va également faire un article là, post-mortem sur le blog du podcast Junior qui sera, dans le fond, un complément là, au podcast, ou plutôt l'inverse. En fait, c'est le podcast qui va être un complément à cet article-là. Là-dessus, je remercie tout le monde d'avoir été là encore une fois. Un bon tournoi de la Coupe Memorial, la saison de Junior qui va se terminer là, au cours des prochains jours. On vous remercie d'avoir été là.